Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. On disait souvent de Walter Harris qu'il était l'un de ces hommes que l'on ne voit pas, mais sans lesquels tout s'effondrerait. À Stratonix Technologies, géant de l'intelligence artificielle et de la modélisation prédictive, il n'avait ni bureau, ni titre prestigieux, ni stock option. Et pourtant, sans lui, rien ne tournait vraiment rond. Chaque jour, sans faute, dès 5h30 du matin, il franchissait les grandes portes vitrées du siège central de Boston. Il passait son badge bleu marqué « Personnel de maintenance », ajustait sa casquette grise, et poussait son chariot silencieux dans les couloirs encore vides. C'était lui qui allumait les premières lumières, qui ouvrait les fenêtres, qui désinfectait les bureaux, qui nettoyait les écrans et les surfaces dans les salles de codage comme dans celles du conseil d'administration. De la salle des serveurs, froide, illuminée de LED bleuté, jusqu'au luxueux bureau du PDG au dernier étage, décoré de cuir, de marbre et de verre, Walter connaissait chaque recoin, chaque odeur, chaque son. Il savait quel fauteuil grinçait, quel néon clignotait, quel distributeur de savon se vidait plus vite que d'autres. Il avait vu passer 5 directeurs techniques, 3 restructurations, et l'arrivée de la division robotique. Et pourtant, il n'avait jamais cherché à attirer l'attention. Il ne parlait que quand on s'adressait à lui. Il répondait toujours avec un sourire et un respect qui forçaient l'estime. Pourtant, malgré ses années de service, peu de gens connaissaient véritablement Walter. Certains ignoraient même son nom. Ceux qui lui parlaient l'appelaient souvent « Monsieur Harris », croyant bien faire. Mais aucun ne connaissait ses combats, ses nuits sans sommeil, son histoire. Il avait perdu sa femme Sharon dans un accident de voiture alors que leur fils n'avait que 9 ans. Depuis ce jour, il avait tout assumé seul, les repas, les devoirs, les lessives, les cauchemars d'enfants, les factures impayées, et cette solitude sourde qui s'installe quand on porte tout sans jamais se plaindre. Son fils, Elijah Harris, était un garçon hors norme. Depuis tout petit, il avait ce regard fixe, intense, qui semblait vouloir percer les choses, les démonter, les comprendre. Il posait des questions que même les professeurs hésitaient à affronter. Pourquoi le 0 multiplié donne-t-il toujours 0, si l'infini n'a pas de fin, alors peut-on le diviser, ou encore, pourquoi dit-on que l'intelligence artificielle apprend, alors qu'elle ne comprend rien? À l'âge où d'autres enfants réclamaient une console ou un ballon, Elijah passait ses journées avec un vieux cahier où il notait tout ce qui le fascinait, suite de Fibonacci, paradoxes logiques, structures fractales, algorithmes inspirés du vivant. Ce n'était pas de la vantardise, ni même de l'ambition. C'était comme un feu intérieur qui ne voulait pas s'éteindre. Walter, bien qu'incapable de suivre tous les raisonnements de son fils, faisait tout pour nourrir cette passion. Il fouillait discrètement les bureaux, les salles d'archives, ou les bennes de recyclage quand il travaillait tard le soir. Il ramenait chez lui des manuels techniques abîmés, des présentations PowerPoint oubliées, parfois même des prototypes de composants jetés après des tests ratés. Elijah, de son côté, récupérait tout. Il lisait chaque page, déchiffrait chaque formule, et s'exerçait sans relâche sur un vieil ordinateur que son père avait sauvé d'un placard de stockage. Il l'avait démonté, nettoyé, reconstruit pièce par pièce, jusqu'à le faire fonctionner. Ce PC était lent, usé, bruyant, mais c'était sa tour d'observation sur le monde. Chaque nuit, pendant que son père dormait épuisé sur le canapé, Elijah explorait des bases de données ouvertes, téléchargeait des articles scientifiques, décortiquait des lignes de code open source. Il avait appris seul Python, C++, et les bases de l'apprentissage machine, simplement parce qu'il voulait comprendre comment les choses fonctionnaient. Il n'avait jamais demandé de leçons particulières, ni réclamé de reconnaissance. Il avait simplement soif. Soif de savoir. Soif de logique. Soif de sens. Et pendant ce temps, Walter l'observait, en silence, souvent depuis l'embrasure de la porte, le cœur gonflé d'un mélange étrange de fierté et de peur, fierté de voir jusqu'où Elijah allait, peur de ne jamais pouvoir lui offrir les moyens qu'il méritait. Mais ce que ni Walter, ni Elijah ne savaient encore, c'est qu'un simple tableau blanc oublié dans une salle de réunion allait bientôt tout faire basculer. Ce samedi soir-là, l'air était glacial dans les rues désertes de Boston. Le ciel était lourd, plombé,
et les rares lampadaires diffusaient une lumière pâle qui se reflétait sur les vitres immenses du siège de Stratonix Technologies. Walter Harris, vêtu de sa veste élimée et de son bonnet tricoté, avait accepté un quart de nuit exceptionnel. La direction avait demandé une désinfection complète des locaux en vue de la visite d'un investisseur japonais réputé pour son obsession du détail. Walter n'aimait pas laisser Elia seul à la maison quand il travaillait si tard, surtout un samedi. Mais il n'avait trouvé personne pour le garder, et son fils, comme souvent, avait levé les yeux de son cahier quadrillé pour lui dire calmement. « Je peux venir avec toi. Je resterai dans un coin tranquille, je te promets. » Ils étaient donc arrivés vers 20h, seuls dans le grand bâtiment plongé dans le silence. Seuls les néons de secours clignotaient faiblement dans les couloirs. L'ambiance était presque irréelle, comme figée dans une autre dimension. Pas de pas précipités, pas de son de clavier, pas de badge qui bipait. Juste le bruit régulier de la serpillière de Walter et les soupirs discrets des systèmes de ventilation. Pendant que son père nettoyait les couloirs du 8e étage, Elia s'était aventuré, sans bruit, dans l'une des grandes salles de réunion vitrées. La porte avait été laissée entr'ouverte, sans verrou. À l'intérieur, tout était resté tel quel, chaises légèrement déplacées, tasses à moitié pleines, et surtout, un immense tableau blanc couvrant tout un mur. Ce qu'il vit le figea sur place. Le tableau était rempli d'équations, de schémas, de flèches. Des modèles prédictifs non linéaires, des fonctions polynomiales croisées, des algorithmes de Markov, des réseaux bayésiens imbriqués, des dérivées partielles multivariables, le tout écrit dans une écriture nerveuse, ponctuée de points d'interrogation et de ratures. Il s'agissait clairement d'un problème d'optimisation prédictive à haut niveau, probablement destiné à ajuster un moteur d'IA de type comportemental, peut-être un projet secret en cours de développement dans les étages supérieurs. Elia n'avait pas peur. Il ne se sentait pas intrus. Il ressentait plutôt une invitation silencieuse. C'était comme si le tableau lui parlait. Il s'était approché lentement, ses doigts effleurant le bord du marqueur noir accroché au coin. Il l'avait pris sans réfléchir, presque en transe. Ses yeux passaient d'une ligne à l'autre, rapidement, méthodiquement. Il identifiait des redondances, des dépendances inutiles, des logiques mal alignées. Les ingénieurs avaient visiblement tenté de résoudre un modèle trop complexe en empilant des couches de formules, espérant que le volume masquerait l'imprécision. Mais Elia voyait les failles. Il comprenait l'intention, mais percevait aussi ce qui bloquait le système. Il avait commencé à effacer délicatement certaines expressions, à remplacer une fonction sigmoïdale par une fonction relue mieux adaptée au jeu de données implicites, à réduire une suite de transformations en une expression compacte, et à reconfigurer la matrice de transition du modèle bayésien. Il avait même introduit une hypothèse audacieuse, et si le bruit comportemental des utilisateurs n'était pas une anomalie mais un signal compressible? Il modifia alors la formule de pondération des variables aléatoires, intégrant un facteur inspiré des modèles de physique quantique lus la semaine précédente dans un article oublié sur arXiv.org. Tout cela, il le faisait en silence, concentré, le souffle lent. Il ne cherchait ni reconnaissance ni validation. Il résolvait un puzzle, comme il en avait rêvé. En moins de 15 minutes, le tableau avait été transformé. Ce n'était pas une solution finale, mais c'était une structure plus logique, plus fluide, plus performante. Il venait de réduire l'exigence computationnelle du modèle d'au moins 30 à 40% en supprimant les cycles redondants, tout en conservant, voire améliorant, la précision prédictive. Quand il reposa le marqueur, Elia recula, observa le tout, puis s'assit dans un coin de la salle. Il n'avait pas besoin d'approbation. Il avait simplement fait ce qui lui semblait évident. Ce qu'il ignorait encore, c'est que ce geste, né d'une curiosité sincère, allait changer le cours de son existence, et que dans moins d'une heure, les portes de cette salle allaient s'ouvrir sur un homme qui ne l'oublierait jamais. Vers 22h07, les portes du hall principal s'étaient entr'ouvertes avec un léger sifflement. Un homme grand, sec, aux cheveux poivre et cils impeccablement coiffés, traversait les couloirs vides avec détermination. Graham P. Callahan, PDG de Stratonix Technologies depuis 12 ans, revenait chercher une mallette contenant des documents sensibles. Il avait prévu de la récupérer en quelques minutes et de rentrer chez lui discrètement. Il détestait les imprévus, encore plus les erreurs humaines. Alors qu'il s'apprêtait à entrer dans son bureau, un détail attira son attention.
Une lumière restait allumée dans l'une des grandes salles de réunion vitrées. Étrange. Ce n'était pas prévu. Callahan détestait le gaspillage, et encore plus les négligences. Il s'approcha, tendu. En entrant dans la pièce, il s'arrêta net. Devant lui, le tableau blanc était couvert d'équations. Mais pas les équations qu'il avait vues la veille. Quelqu'un avait modifié, effacé, réorganisé les données. Et ce n'était pas un simple nettoyage, il y avait une nouvelle logique, une structure, un raisonnement rigoureux dans chaque trait de feutre. Callahan fronça les sourcils. Il reconnut immédiatement les modèles, c'était le cœur du projet Hermès, une plateforme d'intelligence prédictive que son équipe développait en secret, et qui leur coûtait plusieurs centaines de millions de dollars. Il sentit son estomac se nouer. Quelqu'un s'était introduit ici. Quelqu'un avait eu accès à ces équations confidentielles. Et pire encore, cette personne les avait corrigées. Sa réaction fut immédiate. Il sortit son téléphone, appela le chef de la sécurité en exigeant de vérifier les caméras des dernières heures, puis fit venir Walter Harris, le seul employé présent dans le bâtiment à cette heure-là. Quelques minutes plus tard, Walter arriva au pas de course, le souffle court, les mains encore gantées de latex. Derrière lui trottinait Elia, les yeux grands ouverts, visiblement inquiet. Callahan, tendu, pointa le tableau du doigt. « Qui a fait ça ?» Walter balbutia. Il n'avait pas encore vu le tableau modifié. « Monsieur Callahan, c'est sûrement mon fils. Je suis désolé. Il est juste curieux. Il n'a rien cassé. Il a juste regardé. » Il regardait maintenant Elia, suppliant presque du regard. Mais Callahan n'éleva pas la voix. Au contraire, son ton s'était abaissé, comme lorsqu'on interroge un témoin fragile. Il s'approcha lentement d'Elia, puis s'accroupit légèrement pour être à sa hauteur. Son regard était perçant, mais pas agressif. « Toi, c'est Elia, c'est ça ? Le fils de Walter ?» Elia hocha lentement la tête. « Est-ce que tu comprends ce que tu as écrit ici ?» Le silence dura 2 longues secondes. Puis Elia répondit d'une voix posée, presque détachée. « Oui, monsieur. J'ai juste simplifié les modèles. Il suréchantillonnait trop de variables indépendantes et créait des cycles de calcul inutiles. J'ai réduit le nombre de couches, corrigé le taux d'apprentissage adaptatif et proposé une transformation bayésienne plus efficace. J'espère ne pas avoir fait de bêtises. » Un silence absolu s'installa dans la pièce. Walter retenait son souffle. Il s'attendait à un licenciement sur le champ. À une humiliation. Mais Graham Callahan ne disait rien. Il s'était relevé lentement, les yeux fixés sur le tableau. Puis, sans dire un mot, il fit quelques pas en arrière, s'approcha de son téléphone et composa un numéro. « Marc, c'est Callahan. Dis-moi que t'es encore au labo. »« Parfait. Descends immédiatement au 8e étage, salle Atlas. Amène Rachel et Jim avec toi. »« Non, je ne rigole pas. J'ai besoin de vous voir ce tableau. Maintenant. » Il raccrocha. Puis se tourna vers Elia. Son expression avait changé. De la suspicion était née une curiosité féroce, un respect prudent, presque un soupçon de fascination. « Tu vas rester un moment, d'accord ? Ce que tu viens de faire, jeune homme, ça pourrait bien être l'avancée que mon équipe cherche depuis des mois. Et si c'est le cas, tu viens de bouleverser bien plus que tu ne l'imagines. » Walter ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Elia, lui, resta debout, les mains derrière le dos, modeste, un peu confus. Il n'avait jamais cherché à impressionner qui que ce soit. Il avait juste répondu à une question que personne ne lui avait posée. Le lundi matin, bien avant l'arrivée habituelle du personnel, les couloirs de Stratonix Technologies bourdonnaient d'une agitation inhabituelle. Des directeurs, ingénieurs, analystes et responsables de la recherche montaient vers le 8e étage, convoqués d'urgence par un message de Graham P. Callahan lui-même. Une simple mention dans l'objet du mail, « Réunion critique projet Hermès salle Atlas », avait suffi à interrompre les plannings de la journée. À 7h45 précise, la salle de réunion était pleine à craquer. On y reconnaissait les esprits les plus brillants de l'entreprise, diplômés de MIT, Harvard, Caltech, Stanford,
des anciens de la NASA, des ex-Google DeepMind, des mathématiciens, des modélisateurs de données comportementales. Tous s'attendaient à une annonce stratégique, peut-être même une crise. Mais ce qu'ils virent en entrant les laissa stupéfaits. Au premier rang, assis à côté de Graham Callahan, se trouvait un adolescent noir de 17 ans, au regard calme, portant une chemise boutonnée un peu trop grande pour lui, un carnet dans les mains. À sa gauche, un peu en retrait, se tenait Walter Harris, droit comme un piquet, mal à l'aise dans son uniforme de maintenance, le regard fixé au sol. Callahan ne perdit pas de temps. Il se leva, tapota la table d'un doigt sec, et déclara d'une voix posée mais ferme. Ce que vous allez entendre aujourd'hui ne sortira pas de cette pièce. Il ne s'agit pas d'un exposé ordinaire. Ce garçon ici présent, Elijah Harris, le fils de notre agent d'entretien, a découvert ce week-end une faille structurelle dans notre modèle Hermès. Et plus encore, il a proposé une refonte qui pourrait transformer tout notre système prédictif. Je lui ai demandé de vous expliquer lui-même. Un murmure parcourut la salle. Des regards sceptiques, surpris, curieux. Elijah s'était levé, un peu raide, mais sans panique. Il avait regardé la salle remplie d'experts de renommée mondiale, pris une inspiration, puis commencé à parler. Et dès la première minute, la salle s'était tue. Il ne lisait aucun script. Il ne récitait pas. Il expliquait. Avec une clarté chirurgicale, un ton calme, et une logique implacable, il avait commencé par démonter la structure actuelle du projet Hermès. Il avait souligné les incohérences du modèle, les cycles redondants, les pondérations artificielles créées par une mauvaise lecture des signaux faibles dans les données comportementales. Puis, il avait tracé au tableau sa propre architecture. Son écriture était nette, ses gestes précis. Il évoquait les réseaux bayésiens dynamiques, les heuristiques de compression de signal, les fonctions de régularisation inspirées des processus naturels, comme si c'était une évidence pour lui. Certains ingénieurs prenaient frénétiquement des notes. D'autres restaient figés, bouche entrouverte. À aucun moment, Elijah n'avait cherché à impressionner. Il parlait comme un professeur patient, expliquant les bases de l'algèbre à des débutants. Pourtant, il avançait sur des terrains si pointus que même les plus brillants de la salle devaient relire mentalement ses raisonnements. À la fin de son exposé, Elijah s'arrêta, effaça le marqueur de ses doigts et dit simplement. « Voilà. C'est ce que j'ai vu. Et ce que j'ai essayé de faire. » Un silence lourd s'installa. Puis, le directeur technique, un certain docteur Leonard Croft, se pencha vers Callahan et murmura, le regard figé sur le tableau. On peut gagner 2 ans de développement avec ça, et économiser au moins 100 millions de dollars. Peut-être plus. Il vient de résoudre un goulot d'étranglement qu'on pensait insoluble sans changer d'architecture. Quelques secondes passèrent encore. Puis quelqu'un, au fond de la salle, se mit à applaudir. Lentement. Timidement. Un autre suivit. Puis un autre. Très vite, la salle entière résonna d'applaudissements francs et nourris. Walter, qui s'était reculé vers le mur, la tête baissée, sentit ses yeux se remplir de larmes. Mais il ne bougea pas. Il regardait son fils, debout au milieu de tous ces géants, et il se disait intérieurement, « Sharon, tu serais si fière. » Callahan, quant à lui, se leva à nouveau. Il attendit que le silence revienne, puis prit une décision publique, irrévocable, historique. À partir d'aujourd'hui, Stratonix prend en charge l'intégralité des études supérieures d'Elijah Harris. Une bourse complète. Un mentorat direct avec notre équipe de recherche. Et un contrat de stage rémunéré à hauteur de son talent. Walter ouvrit la bouche, ému, et murmura. « Monsieur, je ne veux pas qu'il profite d'un traitement spécial. Je n'ai jamais voulu. » Mais Callahan l'interrompit doucement, sans arrogance, sans froideur. « Ce n'est pas un traitement spécial, Walter. Ce garçon vient de faire en une nuit ce que notre département R&D n'a pas su faire en un an. Il a sauvé un projet stratégique. Il a réécrit l'avenir de notre entreprise. Ce que votre fils a accompli avec un vieux marqueur, seul, dans une salle vide, dépasse ce que j'ai vu en 40 ans de carrière. Et je ne laisserai pas ce talent-là s'éteindre dans l'ombre. » La salle s'était tue à nouveau. Mais cette fois, c'était un silence d'admiration respectueuse.
Et à cet instant précis, Elia n'était plus le fils du concierge. Il était devenu le prodige de Stratonix. 2 ans plus tard, le campus de Stanford, baigné par le soleil de la Californie, résonnait du bruit des vélos, des rires d'étudiants, et des débats enflammés dans les amphithéâtres. Au cœur de ce monde vibrant, Elia Harris, désormais âgé de 19 ans, poursuivait un double cursus en mathématiques appliquées et en sciences cognitives. Il portait encore la même humilité qu'à l'époque, mais son regard s'était aiguisé. Il ne fuyait plus les projecteurs, il les traversait avec la gravité de ceux qui savent que leur intelligence est un devoir, et non un trophée. Il travaillait à distance pour Stratonix, avec un contrat spécial taillé sur mesure par Callahan lui-même. Il supervisait une petite équipe de chercheurs seniors, tous plus âgés que lui, mais aucun ne contestait sa position. Ce n'était pas son âge qui comptait, c'était sa vision. Elia voyait les systèmes comme des paysages entiers, devinait les modèles comme on lit les nuages, et décelait dans le bruit des données des intentions cachées que d'autres mettaient des mois à identifier. Il vivait sobrement, dans une résidence étudiante modeste. Il passait ses week-ends à résoudre des problèmes ouverts, à proposer des pistes de recherche inédites, ou simplement à marcher seul dans les collines, un carnet toujours en main. Malgré les sollicitations, les invitations aux conférences, les propositions de Google, Tesla, même du MIT, il restait fidèle à Stratonix. Pendant ce temps, Walter Harris n'avait pas quitté son poste. Malgré les multiples offres de retraite anticipée, de promotions honorifiques, de postes de supervision, il avait toujours décliné. Il avait simplement dit à Callahan: « Tant que je peux pousser un balai et marcher dans ces couloirs, je resterai. » Il n'avait pas besoin d'argent. Depuis l'ascension d'Elia, il n'avait plus de dettes, plus de peur du lendemain. Mais ce bâtiment représentait bien plus qu'un lieu de travail. Pour lui, ces murs racontaient la naissance d'un miracle, le moment où son fils, ce petit garçon solitaire obsédé par les chiffres, avait enfin été vu, reconnu, entendu. Chaque matin, Walter arrivait un peu avant 6 heures. Il nettoyait les bureaux, saluait les nouveaux employés, réconfortait les jeunes stagiaires stressés. On le respectait. On l'appelait « Monsieur Harris » maintenant, et ce n'était plus par politesse distraite, mais par reconnaissance sincère. Certains venaient lui parler pour qu'il leur raconte comment tout avait commencé. Et chaque jour, lorsqu'il passait devant la salle Atlas, il s'arrêtait quelques secondes. La porte restait ouverte par tradition, même quand elle n'était pas utilisée. Le tableau blanc avait été préservé. Encadré. Derrière une vitre de protection, les équations originales d'Elia étaient restées telles qu'il les avait tracées ce fameux soir. Puis Walter reprenait sa tournée. Il ne se lassait jamais de marcher dans cet espace où l'impossible avait été rendu possible. Un mardi d'automne, alors que les feuilles roussies commençaient à tapisser les trottoirs, un jeune employé fraîchement recruté s'arrêta devant Walter, intrigué. Il désigna la plaque de bronze fixée à l'entrée du bâtiment, juste sous le logo Stratonix. Il lut à voix haute, hésitant un peu sur les mots. À Walter Harris, homme de l'ombre, et à Elia, génie inattendu. Le savoir ne reconnaît ni statut, ni origine. Le jeune homme tourna les yeux vers Walter, qui se tenait là, le dos un peu voûté, mais droit dans son uniforme gris. Il semblait prêt à dire quelque chose. Mais Walter, comme toujours, se contenta de sourire. Un sourire humble, profond, chargé de tout ce qu'il n'avait jamais dit. Puis il répondit doucement, d'une voix paisible. « Je n'ai jamais voulu qu'on m'écrive sur du métal. Je voulais juste qu'il ait une chance. Et maintenant qu'il l'a, moi, je suis bien ici. » Et sur ces mots, il reprit son balai, s'éloigna lentement dans le couloir baigné de lumière, la tête haute, le cœur apaisé.